Dès le 8 juin 2005, il appelle comme Premier ministre Edem Kodjo, chef de file du CPP, Convergence patriotique panafricaine, pour constituer et diriger un gouvernement d'union nationale. Dès le mois de juillet 2005, les rapports dénonçant les violences de la transition se multiplient. Le rôle ambigu de la France est également pointé du doigt. Une seconde étape dans la stratégie de Faure est franchie le 20 août 2006 avec la signature de l'APG, Accord politique global à Ouagadougou, sous l'égide de Blaise Compaoré, l'homme pivot de gestion des crises de la sous-région, qualifié de facilitateur dans la crise togolaise. Sur les bases de l'APG, une commission Vérité, Justice et Réconciliation est créée en 2009 par décret présidentiel et confiée à la présidence de Monseigneur Nicodème Bariga Bénissan, évêque d'Atakpami. La mission de la CVJ est claire: recueillir les plaintes, déterminer les causes des violences, leur étendue et les conséquences et proposer des mesures susceptibles de favoriser le pardon et la réconciliation nationale. Le rapport final est rendu en 2012. Cette CVJR togolaise se fait à l'avantage de Faure. La séquence chronologique de travail 1985-2005 renvoie les violences de la transition à l'héritage du père et non à la responsabilité du fils. En somme, 2005 serait le produit des 38 ans de dictature du général Eyadema père, à ne pas confondre avec la République togolaise, selon Faure. De ce fait, ce dernier s'est employé depuis l'APG de 2006 à affiner sa stratégie dans le cadre des contraintes formelles de la transition démocratique. Une troisième étape est franchie avec les règlements de compte en famille. Le régime Gnassingbé repose sur Faure et son demi-frère Kwacha Gnassingbé, inamovible ministre de la Défense qui tient d'une main de fer l'appareil sécuritaire hérité du général Eyadema père. Alors que le poids de Kwacha semble renforcé en 2007, Faure surprend tout le monde en procédant à son arrestation en 2009. Kwacha est accusé d'avoir fomenté un coup d'État. Dans son sillage, 32 personnalités civiles et militaires sont appréhendées. En 2011, le verdict de la Cour suprême de Lomé tombe. Le demi-frère est condamné à 20 ans de réclusion pour crime contre la sûreté de l'État. En réalité, Faure s'en est pris cette fois-ci à son aile droite, c'est-à-dire au nostalgique du général Gnassingbé Eyadema. Il reprend par la même occasion la main sur le ministère de la Défense. Cet événement, qui a encadré l'élection présidentielle de 2010, offre à l'opinion publique togolaise un gage supplémentaire de rupture avec l'ancien régime en sacrifiant les faucons, considérés par tous comme les acteurs de premier plan des violences de 2005, tout en assénant un peu plus fort dans son fauteuil présidentiel. Une quatrième étape est enfin franchie avec l'opposition en la personne de Gilles-Christ Olympio. Lui aussi est un fils d'eux. Pour le pire comme pour le meilleur, il doit beaucoup de sa carrière à son nom. Il est le fils de Sylvanus Olympio, le premier président togolais assassiné en janvier 1963. Sylvanus Olympio est à double titre une icône politique du Togo. Premièrement pour ses critiques contre l'héritage colonial, deuxièmement parce que le général Eyadema a prétendu l'avoir lui-même assassiné. Depuis son exil, Gilles-Christ est devenu, à tort ou à raison, l'héritier de l'Abloré incarné par son père. Opposant à Eyadema en exil depuis le territoire national, Gilles-Christ participe dès 1992 à la fondation du principal mouvement d'opposition au RPT, l'UFC, l'Union des forces du changement. À la mort d'Eyadema, les espoirs de l'opposition et de l'opinion se fondent en lui. Aux élections présidentielles de 2005, sa candidature est invalidée. Au scrutin présidentiel de 2010, il se déclare dans l'incapacité physique de déposer sa candidature. Le duel tant entendu des fils d'eux n'aura donc pas lieu dans les urnes. Il était pourtant un symbole fort de la revanche démocratique en 2005. Ici aussi, Faure a su prendre les devants. Au lendemain du scrutin de 2005, des négociations secrètes ont lieu entre Faure et Gilles-Christ. Elles aboutissent à l'accord du 26 mars 2010 qui fait de l'UFC l'allié de Faure et du RPT. L'opposition est ainsi fragmentée. Brisé, Jean-Pierre Fabre, candidat de l'UFC au scrutin présidentiel du 4 mars 2010, se considère trahi par Gilles-Christ et fait dissidence de l'UFC en créant l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Gilles-Christ a déçu les espoirs placés en lui et son UFC est sèchement sanctionné aux élections législatives de 2013. Jean-Pierre Fabre reste le candidat de l'opposition en 2015. Ultime pirouette en vue des élections, le parti présidentiel et familial fait peau neuve. Le RPT, porteur du passé du parti unique du général Eyadema, est dissous. Il est remplacé par l'UNIR, Union pour la République, selon les vœux de Faure. Une drôle de façon d'accueillir ses invités. Cette image date du régime du grand timonier national Gnassingbé Eyadema, lorsqu'il recevait ses soi-disant visiteurs de marque à l'aéroport.
L'image est non seulement dénigrante, mais aussi dégradante et délirante. Certes, les visiteurs n'en croyaient pas leurs yeux de voir ces courbettes bêtes dignes de l'idolâtrie des masses pendant qu'ils défilaient aux côtés de leur hôte sur le tapis rouge qui leur est déroulé. Comment un président peut-il admettre que son peuple adore les présidents blancs européens? Est-ce qu'il faisait autant pour ses homologues noirs africains? Sûrement non. L'important n'est pas le respect de la tradition, mais l'image projetée par cette soi-disant tradition qui tend à rabaisser tout le peuple togolais. Traditionnel ou pas, est-ce que les Européens pourraient-ils aussi accueillir ou recevoir un dirigeant noir africain à l'aéroport avec leur tenue traditionnelle? Peuvent-ils utiliser des épées et des homosexuels pour accueillir leurs visiteurs à l'aéroport? À quand la fin de ces spectacles inutiles? Mais ce n'est pas surprenant, car le défunt président togolais Eyadema aurait souffert d'un énorme complexe d'infériorité qu'il essayait de cacher sous une pathologie du culte de la personnalité. Tout cela a malheureusement laissé des vestiges de malheur au Togo. Le général Eyadema, une repentance tardive, Gnassingbé Eyadema, sans doute, avait fini par se désoler de cette chute vers l'abîme. Un diplomate familier de la présidence en témoigne. Il avait du sang sur les mains. Il a saccagé l'économie du pays. Mais sur la fin de sa vie, il voulait changer, ne serait-ce qu'en songeant à l'image qu'il laisserait à la postérité. Il a donc entrepris une normalisation, mais des membres de son entourage s'y sont opposés. Peut-être le vieux général malade du cœur avait-il entrepris dans sa chair la mesure de la déchéance du Togo. Il n'y a même pas de bons hôpitaux dans le pays. C'est pour cela que le président a été obligé de mourir en l'air, conclut Agbodo Kokavi Dagbo. Et Eyadema, bien avant sa mort, a choisi l'emplacement de son tombeau, à Pia, ainsi que son cercueil et le costume dans lequel il souhaite être inhumé. Il a senti que la mort qu'il a tant de fois côtoyée lui a donné rendez-vous et que sa légendaire baraka ne peut rien contre les ravages d'une maladie inéluctable.